Ils font partie de nos vies et ils ne nous veulent pas forcément que du bien. Nos téléphones portables nous écoutent-ils ? Qui n'a pas, en tout cas, déjà été étonné de voir déstabilisé par des propositions des moteurs de recherche qui collent parfaitement ou presque avec nos centres d'intérêt du moment. Un lanceur d'alerte qui a travaillé chez Apple en est persuadé. La firme américaine espionne même ses utilisateurs via Siri. Selon lui, Siri, c'est l'assistant vocal célèbrement connu. Thomas Le Boniek décrit même un système de surveillance massif, ce qui a poussé la Ligue des droits de l'homme à porter plainte à Paris contre le géant américain pour violation de la vie privée. Bonsoir Thomas Le Boniek. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez donc travaillé en Irlande pour Apple. C'était en 2019, oui. 2020. On va avoir votre témoignage. Bonsoir Philippe Latombe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député français, membre du MoDem, membre de la CNIL aussi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vous êtes spécialiste des questions de souveraineté numérique. Thomas Le Boniek, racontez-nous d'abord, pour commencer, en quoi consistait votre travail et pourquoi un jour vous avez décidé d'arrêter et de dire stop. Alors, première précision, je ne suis pas le premier ni le seul à avoir participé à cette vague de témoignages en 2019 qui ne concernait pas uniquement Apple, mais aussi Google, Microsoft et Amazon. Donc en fait, tous les GAFAM sont concernés. Mon travail consistait à écouter 1300 enregistrements par jour et à corriger la transcription qui en était faite. Donc 1300 1300 par jour. J'en ai fait 46 000 environ pendant la durée de mon séjour en Irlande. Donc en fait, ce sont des enregistrements qui sont réalisés souvent sans que les gens soient au courant. Apple vous dit que vous êtes, à partir du moment que vous utilisez votre assistant vocal, que vous avez donné votre consentement à être susceptible d'être enregistré à tout moment. D'accord. Donc ça, c'est le premier objet de la plainte. C'est de dire... on devrait avoir le droit d'utiliser son assistant vocal sans être susceptible d'être enregistré à tout moment. Le deuxième objet, c'est que, en fait, ces déclenchements pouvaient être aléatoires. Moi, j'entendais des enregistrements de personnes en France qui n'avaient pas forcément activé leur assistant vocal. Pourquoi enregistrer ? C'était quoi le but officiellement affiché ? Donc Apple dit que c'est d'améliorer l'application ? C'est ça qu'ils disent, oui. Donc, en fonction des langues, vous par exemple, vous occupiez du français, c'est ça ? C'est exact. Il y a cet exemple notamment du mot pink. Pink, quand on entend pink, ça veut dire rose. Mais en l'occurrence, vous, il faut vous adapter pour que le robot comprenne qu'on parle de Pink Floyd, par exemple. Oui, ou de la chanteuse Pink. Donc Pink. Voilà, cet exemple-là en particulier nous était donné dans les instructions. Il s'agissait de faire en sorte que lorsqu'on reconnaissait un mot-clé qui correspondait à une marque, à un chanteur, à une série télévisée, eh bien, on l'écrive de la manière qui correspond à la marque commerciale, de façon à ce que l'assistant vocal comprenne bien qu'il s'agit de ceci plutôt que d'autre chose. Alors, avant d'attendre, monsieur le député, dites-nous d'abord juste quelques exemples, en essayant de rester effectivement, correct, parce que vous devez en entendre des choses, des enfants livrés à eux-mêmes, des violences, des relations sexuelles aussi. C'est ce qui est imposé aux salariés d'Apple. Alors, tous ces exemples sont réels. Moi, pour ma part, je n'ai pas entendu de personnes en train d'avoir des relations sexuelles, mais ça vient d'un témoignage qui nous vient d'Espagne. Pour ma part, j'ai effectivement entendu des enfants qui parlaient à leur assistant vocal. J'ai entendu des personnes s'amuser de voir le téléphone se déclencher à côté d'elles à leur insu. J'ai entendu des gens parler de leur appartenance syndicale, de leurs opinions politiques, des gens parler de questions de santé extrêmement sensibles. Bon, en tout cas, des choses qu'ils n'avaient pas vocation à dévoiler au-delà de leur interlocuteur immédiat. Juste une petite chose, si vous me permettez. Bien sûr. Apple prétend que ces enregistrements sont anonymes. Or, une partie du travail consistait également à faire de la comparaison du recoupement de données. C'est-à-dire que vous avez l'enregistrement, mais vous avez aussi d'autres données issues de ce téléphone ou du dispositif. Donc ça veut dire, par exemple, que vous aviez la liste des contacts, ou bien la musique, ou bien les films, les séries télévisées, voilà, qui étaient associés à l'utilisateur en question. Et monsieur le député, la plainte de la LDH a été déposée donc pour violation de la vie privée, traitement illicite des données personnelles, pratique commerciale trompeuse. C'est légal, ça, en France ? Ou on est totalement dans l'illégalité ? Non, mais c'est toute la question de l'application du RGPD. Ouais. La vraie difficulté le règlement général de protection des données. C'est quelque chose qui tombe sous le coup du RGPD. La vraie difficulté, c'est que le RGPD détermine qui est l'organisme de contrôle chef de file. Et en l'occurrence, Apple étant basé en Irlande, c'est la CNIL irlandaise, l'équivalent de la CNIL française, mais en Irlande, qui doit sanctionner. Donc la CNIL française transfère le dossier à la CNIL irlandaise.
Et on sait bien que depuis plusieurs années, la CNIL irlandaise n'a pas forcément très envie de sanctionner des entreprises qui contribuent très fortement au budget national irlandais. Elle n'a rien trouvé à redire. La CNIL irlandaise. C'est pour ça que moi j'ai sollicité le gouvernement par une question au gouvernement en demandant deux choses. La première, c'est que très certainement il faut actionner la DGCCRF puisqu'il y a quelque chose qui participe à la tromperie du consommateur. Voilà. Parce que quand on dit au consommateur et quand on en fait une publicité en disant que Apple est le gardien de la vie privée et des données personnelles et qu'ils en font un argument commercial de vente et que finalement on se rend compte que ce n'est pas le cas, il y a quand même une question de tromperie, donc la DGCCRF, et ça c'est quelque chose que le gouvernement peut saisir directement. Et puis il y a la volonté de pousser le gouvernement français à demander à son homologue irlandais de réouvrir l'intégralité de ces plaintes. L'Irlande, pays membre de l'Union européenne, oui. Ce serait quand même un exemple de coopération. Vous avez une réponse du gouvernement de François Bayrou ? Pour l'instant, non. Maintenant, je vais réactiver. On avait quelques sujets, notamment sur les messageries chiffrées hier soir, donc je vais réactiver la demande de réponse. Il ne faut pas se leurrer. Généralement, les questions écrites ont peu de réponses immédiates. Là, sur le sujet, j'irai assez vite. Dans tous les cas, les choses. Avant de revenir au témoignage de Thomas Le Bonnec, juste une question sur la CNIL en France. Vous êtes membre. Vous nous dites qu'elle a transmis à son homologue irlandaise. Oui. Quid de la CNIL en France ? Elle ne peut pas prendre de décision sur ce type de sujet-là, il faudrait qu'il y ait une carence totale de la CNIL irlandaise, ce qui n'est pour l'instant pas le cas, puisqu'il y a toujours une instruction officiellement qui est ouverte. Et donc, il va falloir qu'on puisse regarder. Mais ça se finira très certainement au tribunal, à la Cour de justice de l'Union, si ça continue, s'il n'y a pas de possibilité de plainte via la CNIL irlandaise. Il y aura certainement des choses à faire à ce niveau-là. Nous avions une obligation, dites-vous, de quantité et de qualité, 1300 enregistrements, vous l'avez dit, 2600 € bruts par mois pour les juniors européens, comme on les appelle, qui travaillaient avec vous. Pourquoi est-ce que vous avez voulu briser l'omerta ? Après tout, vous auriez pu dire, moi je m'en vais, ce travail ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir ce qu'on appelle aujourd'hui un lanceur d'alerte ? Eh bien, le fait de constater l'inaction, en fait. C'est-à-dire qu'on vous fait signer une clause de confidentialité, on vous explique dès le départ que vous ne devez pas parler de ce que vous êtes en train de faire, ni à vos amis, ni à votre famille, ni même entre collègues, et surtout pas aux journalistes. On vous prévient aussi que vous allez avoir affaire à des enregistrements qui vont être sensibles, peut-être que vous allez entendre des choses à caractère sexuel, peut-être à caractère violent. Eh bien, au bout d'un moment, ce sont des agissements qui sont très, très questionnables. Moi, de toute façon, juste une petite précision. Le jour où j'ai appris qu'il s'agissait d'enregistrements réels, qui étaient tirés des dispositifs des utilisateurs, des iPhones, c'est quand je suis arrivé en Irlande. Moi, on ne me l'a pas dit avant de me faire signer la clause de confidentialité et le contrat. Ouais. Donc, une fois en Irlande, j'étais un peu attrapé. C'est-à-dire que j'étais dans des pièges, quoi. Ouais. Vous avez eu des pressions ? Non. Non. Non, non. Ouais. Pas de proposition de règlement à l'amiable, parce que j'apprends qu'aux États-Unis, il y a 95 milliards d'euros. Donc 95 millions. 95 millions, pardon. Apple dément, mais en même temps, il y a 95 millions d'un fonds qui est créé. Ça correspondrait à 20 $, par plaignant si... C'est ça. Alors, c'est aussi ce qui a réactivé en début d'année le sujet en Union européenne. Donc, cette proposition de règlement concerne la Californie, concerne une plainte qui aborde à peu près les mêmes sujets, sans reconnaissance de culpabilité de la part d'Apple, mais ça relance aussi le sujet des actions collectives et les plaintes au civil en Union européenne, puisque on peut considérer que c'est un élément important pour la suite qui permet de dire, eh bien, puisque Apple préfère et essayer de mettre fin aux poursuites en Californie, alors c'est qu'il y a bien un ensemble d'éléments. Le grand patron d'Apple, vous me rappelez son nom ? Tim Cook. Voilà, Tim Cook, on sait que les GAFAM se sont alignés sur Donald Trump. Je vous pose une question parce qu'on voit qu'on est aussi beaucoup dans la politique. Quand il s'agit de TikTok ou d'une application ou d'une technologie chinoise, non mais il y a tout de suite un élan, il y a des interdictions dans les administrations, dans les ministères. Est-ce que cette timidité face à Apple, elle s'explique aussi pour des raisons géopolitiques ? D'ailleurs, avant même l'arrivée de Donald Trump, puisque les États-Unis ça reste un allié de la France et des pays européens. Oui, mais on l'a vu avec ce qu'a fait Ursula von der Leyen avec Joe Biden, c'était l'échange gaz contre données. Ouais. Quand on avait la question du robinet russe qui allait se fermer, Ursula von der Leyen a négocié avec Joe Biden la fourniture des données européennes par un accord de transatlantique de transfert des données, que je conteste d'ailleurs devant le tribunal de l'Union, ce qui n'est pas normalement le rôle d'un député national, mais il fallait que quelqu'un le fasse, donc j'y suis allé.
Et aujourd'hui, ça pose la question, notamment pour l'intelligence artificielle, de la souveraineté de nos données, parce qu'il y a des données, notamment des données médicales, qui sont très utiles pour entraîner des moteurs d'intelligence artificielle. Et on voit que les Américains ont une difficulté à avoir des données aussi importantes et aussi de bon niveau que celles que nous avons en France et en Europe. Et donc, ils viennent les chercher chez nous. En attendant que ça bouge, il faut de la prévention. Quand on pense aux enfants, il faut donc de la pédagogie pour les parents. Vous, en tant que député, on imagine que c'est aussi un des volets qui est névralgique. Il faut de l'éducation, c'est la partie la plus difficile. L'éducation par les parents. Et on voit que les parents ne sont pas forcément tous au courant de ce qui se passe. Et donc, ce type de plainte et de médiatisation des problèmes sert aussi à ça. Et je trouve ça très bien de pouvoir le soutenir. Et puis, il faudra qu'on arrive aussi à protéger nos téléphones avec une vraie industrie de la cybersécurité et de la protection des données personnelles. Et moi, avec plusieurs personnes, on appelle à la création un peu comme dans l'industrie de défense, qu'on ait une industrie de la cybersécurité qui fonctionne pas simplement que sur les ordinateurs des entreprises, mais aussi sur nos smartphones, parce que c'est avec nos smartphones aujourd'hui qu'on fait beaucoup de choses et que ça peut même nous écouter en termes de travail. Donc il y a des informations confidentielles, des deals qui se font à titre professionnel qui sont avec un téléphone juste à côté. Ça commence à devenir un peu gênant, surtout quand les concurrents sont américains depuis quelques semaines. Justement, vous parlez de concurrence, vous n'avez parlé des autres GAFAM, vous dites que ce n'est pas l'apanage d'Apple. Prenons deux autres marques, Huawei chinois, Samsung coréen, même combat ? Oui, probablement. Ou est-ce que je serais plus tranquille si je prends tel ou tel portable, non ? Vous seriez plus tranquille sans smartphone. Vous n'utilisez plus de smartphone ? Non, j'en ai jamais eu. Vous n'en avez jamais eu ? Vous avez travaillé chez Apple ? Non, j'en ai jamais eu. Ah oui, donc vous avez doublement surpris. Oui. Ouais. Et vous, Siri, vous ne l'utilisez plus. Alors moi, je suis pas chez Apple. Maintenant, j'ai un smartphone. Ça dépend. Vous êtes prudent, trêve de plaisanterie. Oui, je suis très prudent. TikTok, je ne l'ai jamais eu sur mon téléphone. D'accord. Et ça fait quand même 4 ans que je travaille et que je dis qu'on a un petit souci avec les GAFAM sur cette partie-là et qu'il faut absolument que nous fassions attention. Sur Samsung, c'est pas forcément le problème de Samsung, c'est l'operating system, l'OS qui est dessous, qui est Google et qui fonctionne à peu près de la même façon parce que l'économie de ces entreprises sont de vous vendre de la publicité ciblée. Et donc forcément, ils ont besoin d'avoir toutes les informations sur vous, et tout ce que vous aimez pour pouvoir vous proposer tout ce que vous aimez comme publicité. Et juste dites-moi oui ou non, on sait Apple dément, mais est-ce que vous pensez qu'ils vendent les données ? Justement, c'est pour ça qu'on aimerait bien qu'il y ait une enquête qui soit menée jusqu'au bout. En tout cas, chez les Data Brokers, on a quelques informations, quelques traces d'informations chez Data Brokers, donc des organismes qui vendent des données. Il y a des données qui viennent de chez Apple. Est-ce qu'elles ont été collectées par Apple et revendues ou par autrement par une autre appli, on ne sait pas encore. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le député. Merci Philippe Latombe et merci Thomas Le Bonnec d'être venu sur notre plateau.